Près d'une décennie après que Katniss Everdeen ait décoché sa dernière flèche, Panem se prépare à nous raconter ses origines les plus sombres dans la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Installez-vous confortablement car nous allons fouiller ensemble les archives de Panem, et déchiffrer les origines des cruels jeux de la faim pour que vous ayez toutes les clés en main pour comprendre le nouvel opus de la saga. Je t'en remercie. C'est parti pour un voyage dans les méandres du Capitole, bien des années avant que le Mockingjay ne prenne son envol. Bienvenue dans le monde d'Hunger Games. Dans cet univers dystopique, on est plongé dans une version du futur où une série de désastres environnementaux et de conflits mondiaux ont rendu une très grande partie de la planète totalement inhabitable. Ces choses-là arrivent pendant une guerre. C'est-à-dire que d'année en année, sécheresses, ouragans et inondations ont englouti une grande partie des zones habitables, et les peuples du monde entier sont entrés en guerre pour le contrôle de ces territoires. Finalement, les nations telles que nous les connaissons aujourd'hui se sont entretuées, ne laissant que très peu de survivants. Après bien des années, le climat finit par se stabiliser, mais il ne reste alors qu'une partie de l'actuelle Amérique du Nord capable d'accueillir les quelques survivants de la planète. Et ils doivent se reconstruire et s'organiser à partir des ruines des sociétés antérieures dont il ne reste plus grand-chose. Dans ce contexte, les survivants fondent une nouvelle nation appelée Panem qui regroupe la totalité des territoires habitables, et qui est centrée autour du Capitole, une ville-état qui dispose du peu de ressources et avancées technologiques qui ont pu être sauvées. Cela donne du coup au Capitole un énorme avantage sur les autres régions et place la ville comme un leader naturel. Le Capitole est le cœur de Panem. Et nul ne peut survivre sans cœur. Pour faciliter la gestion du pays, il est divisé en 13 districts en plus du Capitole. Il est décidé, par le Capitole donc, que chaque district sera spécialisé dans un type de production industrielle ou agricole. L'idée est de maximiser la productivité mais aussi de rendre chaque district totalement vital pour l'ensemble du pays, fonctionnant comme un engrenage dans la grande machine dirigée par le Capitole. Une alliance indestructible. Le district 1 brille dans l'artisanat de luxe, fournissant bijoux et orfèvrerie pour satisfaire l'élite. Le district 2, pierre angulaire de la reconstruction avec ses nombreux bâtisseurs, participe également à l'industrie militaire et forme les pacificateurs qui imposent la loi du Capitole dans tous les districts de Panem. Dans le district 3, la spécialité, c'est la technologie. C'est un petit peu la Silicon Valley de Panem. Le district 4, avec ses côtes particulièrement adaptées à la pêche, offre aux privilégiés quantité de poissons et de fruits de mer. Le district 5 alimente lui le pays en énergie renouvelable. Dans le district 6, on trouve toute l'industrie automobile, ferroviaire et aéronautique. Véritable cœur du réseau de transport, il est vital pour relier tous les districts entre eux avec ses véhicules. Le bois et le papier de Panem viennent eux du district 7 couvert de forêts. Et le district 8 se spécialise lui dans le textile avec la fabrication de tissus et de vêtements. Les districts 9, 10 et 11 nourrissent tout Panem en produisant respectivement les céréales, les produits carnés et les fruits et légumes. Nous avons de quoi satisfaire votre palais. D'ailleurs, même s'ils sont d'une importance capitale, ces districts sont parmi les plus pauvres de Panem. Les habitants n'étant pas autorisés à manger ce qu'ils cultivent, ils doivent attendre la redistribution par le Capitole une fois toute la production récupérée. Et on ne peut pas dire qu'il soit d'une grande générosité. On arrive sur le district 12, le plus connu de la saga, puisque c'est d'ici que vient Katniss, l'héroïne de la trilogie. C'est le plus pauvre de tout le pays et son activité principale est l'exploitation minière. Et on a enfin le district 13, spécialisé dans la production de graphite, mais aussi dans la production d'armes et dans le nucléaire. On nous a toujours dit qu'il ne restait rien du 13. C'est avec cette répartition que la nation de Panem se met en place et qu'un semblant de société civilisée renaît des cendres des conflits passés. Cependant, le Capitole établit une hiérarchie très stricte et rigide où il est le premier bénéficiaire du travail et des ressources de chaque district qu'il administre d'une main de fer. C'est lui qui décide d'absolument tout, de la répartition des différentes ressources à la quantité de travail nécessaire de la part de chaque district. Au cœur de Panem, le Capitole règne en maître, exploitant les districts qui, malgré un rôle vital, vivent dans l'extrême précarité. Et l'odeur, vous vous y habituerez. Cette inégalité flagrante finit par semer les graines de la rébellion, inévitable après des générations sous le joug du Capitole. On ne connaît pas beaucoup de détails sur l'élément déclencheur qui a provoqué la rébellion des districts, mais cette guerre civile contre le Capitole durera 3 ans. À cette époque, le Capitole est constitué de grandes familles richissimes ayant fait fortune en utilisant les richesses des différents districts. La famille qui nous intéresse le plus est la famille Snow. C'est celle de Coriolanus Snow, qui est le héros du nouveau film, mais aussi et surtout le futur président tyrannique de Panem, principal méchant de la saga originale. Mais au moment de la rébellion, Coriolanus n'est encore qu'un enfant. Son père Crassus est un général qui a fait fortune en investissant tout l'argent de la famille dans la production de munitions dans le district 13. Souvent absent, il se montre distant et extrêmement strict avec son fils, dont l'éducation revient à sa grand-mère. La femme de Crassus a malheureusement perdu la vie à la naissance de la sœur de Coriolanus qui n'a pas survécu non plus. Cette famille, comme toutes celles du Capitole, vont voir leur vie totalement chamboulée lors de la rébellion des districts. Contre toute attente, les rebelles bien armés par le district 13 arrivent à tenir tête au Capitole. Tu t'attendais pas à ça, hein? Les pertes sont lourdes dans les deux camps, avec notamment la mort du général Snow, tué par un sniper sur le champ de bataille.
Au bout d'un an, les rebelles réalisent l'exploit d'isoler le Capitole des districts et maintiennent un siège autour de la ville pendant des mois, empêchant tout approvisionnement en électricité, en munitions ou en nourriture, et donc causant une terrible famine pour ces anciens privilégiés. Je suis en manque de café. Les habitants du Capitole traversent alors une période très dure, rythmée par le rationnement, les couvre-feux et la peur perpétuelle d'une attaque prochaine des rebelles. Petit à petit, une véritable haine pour les habitants des districts s'installe dans la population du Capitole, jugeant que ce sont eux qui sont responsables de leur nouvelle précarité. Mais malgré les privations incessantes et l'affaiblissement général, la ville tient bon. Et au bout de 24 mois de siège, un miracle se produit. Une erreur des districts va faire tourner la situation en faveur du Capitole. J'en crois pas un mot. En effet, la ville se trouvant dans les Rocheuses, elle est naturellement bordée de montagnes. Son accès est donc extrêmement compliqué en dehors des tunnels creusés dans la roche. N'arrivant pas à traverser, les rebelles montent une opération de grande ampleur pour tenter une percée par la montagne. Ils se retrouvent alors extrêmement vulnérables et subissent d'énormes pertes qui vont s'avérer cruciales dans le résultat de la guerre. L'importance de ce moment ne doit pas être sous-estimée. Parallèlement, en secret, le gouvernement du Capitole et le district 13 négocient une trêve. Le district exige son indépendance contre le rappel de ses troupes et l'arrêt de son soutien à la résistance. Dans l'impasse et voulant mettre fin au conflit, le Capitole accepte, à la condition de mettre en scène la destruction du district 13 afin de décourager toute rébellion future. Particulièrement intelligent d'avoir fait ça. Après la conclusion de cet accord, le district 13 évacue toutes ses forces et sa population vers une série de bunkers souterrains. Le Capitole de son côté anéantit toutes les infrastructures extérieures de la zone par des bombardements répétés et leur coupe tout accès aux autres districts. Le district 13 n'existe plus. C'est incroyable! Sans leur soutien, les rebelles sont rapidement mis en déroute par les troupes du Capitole qui retrouvent alors le contrôle total et absolu des 12 districts restants. Pour rappeler à tous ce qu'il en coûte de défier le Capitole, le traité de la trahison, signant la fin de la révolte, impose un nouveau fléau, les Hunger Games. Un moyen pour le Capitole de maintenir son emprise sur la population par la peur et le spectacle. Pour l'instant, je suis pas convaincu par le choix. Chaque année, tous les districts devront sélectionner une fille et un garçon âgés de 12 à 18 ans pour les envoyer dans une arène afin qu'ils s'entretuent jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul survivant. Cela dit, à l'époque, on est loin de l'énorme événement que l'on connaît dans la saga originale. Après la guerre, le Capitole doit se reconstruire et n'a pas les moyens de mettre en place d'énormes infrastructures pour accueillir les jeux. Les premières années, on n'a donc ni mentor ni réel engouement médiatique autour de l'événement, et les jeux se passent dans une relative indifférence collective. Du moins, jusqu'au 10e Hunger Games. Et c'est justement à ce moment-là que commence la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Bienvenue au Capitole. Dans ce nouveau volet de la saga, on est donc 10 ans après la fin de la première rébellion des districts, et donc l'invention des jeux. Coriolanus Snow, qui est maintenant âgé de 18 ans, navigue dans les eaux troubles de la haute société du Capitole, tentant de cacher la pauvreté de sa famille. Crassus, le père de Coriolanus ayant investi toutes les économies de la famille dans les usines à munitions du district 13, les Snow ont tout perdu lors de la guerre et de l'anéantissement des districts. Dans une société où les apparences sont capitales, il est inimaginable pour les Snow que quiconque apprenne leur mésaventure. On va donc suivre les péripéties d'un jeune Snow luttant pour remonter l'échelle sociale de Panem. Mais sa vie va être chamboulée lors de sa rencontre avec Lucy Greybird, la tribu du district 12 dont il aura la charge lors du 10e Hunger Games. Votre rôle est de transformer ces enfants en bêtes de scène, pas en survivants. Et c'est ici que je referme les archives de Panem pour vous laisser découvrir la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. De la splendeur trompeuse du Capitole aux rues poussiéreuses du district 12. Et pour explorer ensemble les secrets que referme ce nouvel opus, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'ai hâte de savoir ce que vous penserez du film, on se retrouve très bientôt pour en parler. Joyeux Hunger Games et puisse le sort vous être favorable.